9 erreurs que vous commettez à chaque fois que vous essayez de retrouver le ventre plat. 9 erreurs que nous allons disséquer, creuser en profondeur pour vous en livrer l'essence véritable en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Heureuse de vous retrouver encore une fois de plus et je suis encore doublement heureuse parce que le confinement a été levé. On peut déjà visiter les centres commerciaux, on peut sortir, on peut faire plein d'activités qui relevaient de la vie normale dont nous avons été privés il y a plusieurs semaines. Comment est-ce que vous allez? Dites-moi comment est-ce que vous allez. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est une thématique assez atypique parce qu'elle ne fait pas allusion directement à l'alimentation, mais elle relève de l'hygiène de vie et surtout, les erreurs que nous allons vous présenter sont le résumé de mes 9 années de service en tant que chirurgienne en nutrition, en tant que coach en nutrition. Pour ceux qui ne comprennent pas toujours ce que signifie chirurgien en nutrition, c'est un synonyme. Mais en fait, si je choisis de me définir comme étant chirurgienne, c'est parce que j'aime bien aller au cœur des choses. J'aime bien parler avec précision, avec une grande spécialité au niveau de l'alimentation tropicale, au niveau des pratiques alimentaires en Afrique ou alors des Africains en général, qu'ils soient dans leur continent ou alors ailleurs. Voilà pourquoi est-ce que je suis Josica, votre chirurgienne en nutrition. Comme je vous l'ai dit plus haut, les 9 erreurs que nous allons vous présenter sont les erreurs qui sont le résumé de l'année de service. Et en 9 ans, je pense avoir suffisamment vu et entendu. Et surtout, lorsque vient la thématique du ventre plat, j'ai encore plein de choses à ce sujet à partager avec vous. Alors, en quoi consistent les erreurs en question? Alors, il s'agit des gestes ou alors des non-gestes que vous aurez commis ou alors que vous n'aurez pas commis qui, d'une manière ou d'une autre, va influencer négativement votre ventre, votre périmètre abdominal. Là, il y a beaucoup d'outils ou alors beaucoup d'adjuvants que beaucoup de personnes vont utiliser parce qu'ils ont entendu dire que cela va les aider à retrouver le ventre plat ou alors beaucoup de gestes ou de réflexes que vous évitez ou alors que vous oubliez de pratiquer au quotidien qui va malheureusement avoir une incidence catastrophique sur votre tour de taille. Donc, c'est la thématique que nous abordons ici aujourd'hui. Mais avant d'y arriver, vous connaissez le code de conduite. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur la page en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la clochette de notification. Nous sommes déjà à notre 4e vidéo au sujet du ventre plat et il y a encore plein d'autres vidéos et sur la thématique et sur bien d'autres thématiques à venir. Donc, pour ne pas les rater, activez la clochette de notification et s'il vous plaît, prenez la résolution de partager cette vidéo avec un ami, une connaissance qui a un ventre proéminent ou alors qui n'arrive pas à trouver un ventre proéminent. Je suis certaine qu'elle trouvera réponse à beaucoup de ces questions dans cette vidéo. La première erreur que vous commettez, elle se résume à un outil que je vais vous présenter. J'espère que vous allez réussir à deviner. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous savez ce que c'est? Voilà. Est-ce que vous avez pu deviner de quoi est-ce qu'il est question? Peut-être qu'il faut que je me rapproche pour que vous puissiez mieux apprécier. Voilà. Qui a deviné ce que c'est que ceci? Alors, vous avez deviné, n'est-ce pas? Il s'agit d'une gaine. Il s'agit d'une gaine. Alors, pourquoi est-ce que l'erreur numéro 1 se résume par la gaine? Alors, en fait, lui, il me rappelle beaucoup de souvenirs parce que pendant de longues années, il a été mon compagnon de toujours. Pendant de longues années où je bataillais pour retrouver un ventre plat, la gaine était mon ami de toujours. Mais malheureusement, il faut que je vous le dise, la gaine est un faux ami. La gaine est un faux ami et je pèse correctement mes mots avant de faire une telle déclaration. Alors, je le disais, la gaine est un faux ami du ventre plat pour la simple raison que le fait de la porter régulièrement ou alors le fait de l'avoir dans nos placards nous encourage à continuer avec les erreurs alimentaires, nous encourage à faire les débordements alimentaires de tout genre. En tout cas, le fait de savoir que l'on a dans sa penderie une gaine que l'on peut porter en cas d'événement ou alors pour pouvoir paraître belle ou alors slim dans cette tenue va en fait nous endormir ou alors nous laisser dans une forme de léthargie qui va nous empêcher à prendre les résolutions, à poser les gestes clés qui vont nous aider à retrouver le ventre plat. Voilà pourquoi est-ce que nous le considérons comme étant un faux ami. Dans tous les cas, toutes les femmes qui m'écoutent n'en disconviendront pas. Si on sait qu'on a dans son armoire, dans sa penderie, une gaine qui va nous aider à avoir un ventre plat, quelle que soit la tenue que nous portons, alors dites-moi,
comment est-ce qu'on va être motivé à faire le sport? Comment est-ce qu'on va être motivé à manger sainement? Parce que dans tous les cas, quel que soit lambda, ventre gros ou pas, je peux enfiler n'importe laquelle de mes tenues et paraître magnifique à l'intérieur. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est un faux ami et il a fallu que je le porte pendant plusieurs années, voilà, sans jamais avoir de résultats pour me rendre compte qu'en fait que je refusais de regarder la réalité en face. Et aujourd'hui, vous, toutes les femmes qui m'écoutez, je voudrais vous inviter à regarder la réalité en face. Je voudrais vous inviter à envisager votre vie à partir d'aujourd'hui sans gain quelconque. Oui, vous allez me dire que ça aide, ça peut aider à dépanner. C'est bien que je l'aie dans mon placard le temps que mon ventre redevienne plat. Mais en fait, vous savez que vous vous mentez d'une manière ou d'une autre. Parce que tant que la gaine est dans le placard, jamais vous n'allez vous décider définitivement à vous libérer du corps en question. Tant que vous savez qu'il y a la gaine dans le placard, vous allez vous retrouver en train de remettre à demain les résolutions que vous pouvez prendre aujourd'hui et les mettre définitivement en pratique. C'est la raison pour laquelle je veux vous encourager, vous toutes les femmes qui voulez avoir un ventre plat naturel, vous toutes les femmes qui ne voulez plus disséminer les couches de peau, les couches de gras sous la gaine, je voudrais vous encourager à mettre la gaine au placard, à vous en libérer définitivement et à apprécier votre ventre tel qu'il est aujourd'hui et maintenant. Donc, si en mettant la gaine de côté, vous vous rendez compte que ce ventre est catastrophique, je ne peux pas me permettre d'aller à une cérémonie ou de porter tel ou tel vêtement avec, alors cela veut dire que c'est aujourd'hui le moment adéquat pour commencer à faire ce qu'il faut pour retrouver le ventre plat en question. Si la première erreur que beaucoup de femmes commettent, c'est de garder toujours dans le placard une gaine que l'on peut enfiler à tout moment, mais qui en fait va retarder le processus, qui en fait va retarder le moment à partir duquel on est censé avoir les résultats, parce que d'une manière ou d'une autre, on n'est pas assez discipliné sur l'alimentation, on n'est pas assez motivé pour faire ce qu'il faut pour retrouver son ventre plat définitivement. Donc voici en image pour vous l'erreur numéro 1. Alors ceci est également valable pour les gaines qui sont soi-disant appelées la graisse. Sachez qu'il n'y a pas de gaine qui aide à appeler la graisse. Il s'agit essentiellement de stratégies marketing pour vous encourager à acheter. Parce que croyez-le, si les gaines minceurs aidaient vraiment à mincir sans aucun effort, je pense que dans tous les pays où ces gaines-là sont fabriquées, il n'y aurait plus de femmes avec le gros ventre. Donc voilà, poursuivez la réflexion et suivez mon regard. Alors, il ne faut pas également perdre de vue que le port excessif de la gaine va malheureusement compresser l'estomac et les intestins qui auront tendance à remonter pour commencer à étouffer le foie et la rage. Et en fait, lorsque ces organes-là vont remonter, ils vont comprimer le diaphragme. Ils vont comprimer le diaphragme qui, lui aussi, en retour, va gêner les poumons et le cœur. La respiration va commencer à devenir difficile et c'est comme ça que l'on peut se retrouver avec des accidents vasculaires cérébraux à cause du poids excessif de la gaine. Donc, ne perdez pas également cet incident majeur de vue chaque fois que vous allez être tenté de vouloir la reporter à nouveau. Voilà. Et puis aussi, ne perdez pas de vue que la gaine n'a aucun effet miraculeux. Si l'on vous présente des avant-après le port de la gaine, vous devez comprendre que il n'y a pas de gaine au monde qui va aspirer la graisse. Donc, si vous portez une gaine et que 3, 4, 5 semaines plus tard, vous avez moins 2, moins 3, moins 4 cm, voilà. Ce n'est pas que vous avez perdu cela, mais c'est juste que le port de la gaine a comprimé votre cage thoracique. Le port de la gaine a comprimé vos organes. Et vous êtes d'accord avec moi que le fait d'avoir les organes comprimés ne veut pas dire qu'on a éliminé la graisse abdominale. Et rappelez-vous la toute première vidéo au sujet du ventre plat, on a été en mesure de distinguer que lorsque vient le moment de parler de la graisse abdominale, on a deux types de graisse. On a la graisse sous-cutanée qui se retrouve en dessous de la peau et on a la graisse viscérale qui est celle qui va couvrir les organes majeurs. Alors, expliquez-moi un peu scientifiquement parlant, comment est-ce que le simple fait de porter une gaine qui va comprimer les organes va aspirer ou la graine abdominale ou alors aspirer la graine viscérale. Donc, gardez bien à l'esprit que quand vous allez porter la gaine, peu importe la différence en termes de centimètres, le pourcentage de graisse viscérale sera toujours la même. Le pourcentage de la graisse sous-cutanée sera toujours la même. Juste que vous allez comprimer la cage thoracique, vous allez comprimer les organes majeurs et voilà des gestes qui ne vont pas aller sans conséquence au niveau de votre santé de façon générale. Donc, s'il vous plaît, ne vous laissez plus abuser par les moins 5 cm, les moins 10 cm de tour de taille à l'issue du port de la gaine. C'est simplement une réduction de centimètres qui provient de la compression des organes. Voilà. Et comme je l'ai dit plus haut,
voilà, au-delà de tout, la gaine va nous encourager à manger tout et n'importe quoi parce qu'on sait forcément que si on a un événement, si on a une soirée ou une sortie, on peut toujours rattraper, on peut toujours donner l'illusion à l'entourage que l'on est slim alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. S'il vous plaît, que vous ayez un ventre proéminent à l'issue de la grossesse ou pas, commencez par assumer votre ventre. Et je pense que à force de le voir et à force de ne pas l'apprécier, vous allez encore être doublement motivé, vous allez encore maximiser les efforts nécessaires pour retrouver votre ventre plat. Dans tous les cas, pour les femmes qui ont accouché ou alors pour les femmes qui n'ont pas encore enfanté, dans le guide complet du ventre plat, vous allez retrouver tous les gestes que les femmes qui ont accouché doivent poser pour pouvoir retrouver le ventre plat. Passe essentiellement par la rééducation du périnée qui était amplement détaillée dans l'ouvrage en question. Alors dites-moi, vous me préférez avec ou sans lunettes? J'ai fait exprès d'emporter un peu, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, j'ai la routine et je me suis dit peut-être qu'en portant les lunettes, j'aurais les plus intéressants. Dites-moi, vous me préférez avec les lunettes ou alors sans lunettes? Dites-moi. Alors, deuxième erreur. Alors, la deuxième erreur que vous commettez, c'est que vous mangez trop vite. Vous mangez trop vite. Et en fait, vous devez comprendre que chaque fois que vous mangez trop vite, vous ne mastiquez pas correctement les aliments en question. Et quand vous ne mastiquez pas correctement, cela va rendre la digestion difficile. Et une digestion difficile va conduire au ballonnement, va conduire au gaz et va également conduire à la constipation. Donc, si vous faites partie des personnes qui vous plaignez très souvent de ces malaises, interrogez-vous. Vous mangez pendant combien de minutes? Vous mangez pendant combien de minutes en moyenne? Moi, je vous invite à mettre la réponse en commentaire. Je suis honnête, moi également, il m'arrive quelquefois de manger très rapidement parce que entre deux rendez-vous, je n'ai pas assez de temps. Je vous l'avoue tout de suite. Mais en fait, une fois que cela me vient à l'esprit que, mais pourquoi est-ce que je me presse comme ça? Voilà, je prends le temps de décaler encore l'heure du prochain rendez-vous pour pouvoir prendre le temps de manger. Vous prenez votre déjeuner et votre dîner pendant combien de minutes? S'il vous plaît, mettez la réponse en commentaire parce que je crois que le fait de se poser la question, le fait de pouvoir mettre la réponse en commentaire va finir par vous aider à vous rendre compte si oui ou non vous mangez rapidement ou pas. Donc, il faut apprendre à manger lentement et le temps minimum pour un repas, c'est minimum 15 minutes. Minimum 15 minutes, mais dans l'idéal 20 minutes. Et cela va jouer un double rôle. Le fait que la salive s'imbibe correctement de ce que vous mangez va entamer le processus de digestion de la bouche. Donc, vous devez le savoir que quand vous mangez par exemple l'amidon ou alors tout ce qui est féculent, la digestion commence déjà à la bouche parce que une fois que l'amylase salivaire va se mélanger à un bout de pain ou alors à un morceau de manioc, le fait de mastiquer longuement va faire que on va avoir un début de digestion du manioc au niveau de la bouche. Par digestion, il faut voir ici que les molécules d'amidon du pain ou du manioc vont commencer à se rompre et on aura déjà des disaccharides et on va quitter de la molécule empirique d'amidon pour avoir plusieurs sous-molécules qui vont se définir déjà au niveau de la mastication. Donc, il est important de mastiquer pour que la digestion commence par la bouche, que nous mangeons va être imbibé de la salive et cela va donc faciliter le rôle de l'estomac. Cela va encore rendre plus facile le rôle des intestins et vous allez être en mesure de digérer plus facilement, de ne plus avoir des gaz, de ne plus avoir des ballonnements. Donc, prenez le temps de mastiquer correctement. Alors, le second avantage que nous allons avoir à mastiquer correctement nos aliments, c'est que pendant que nous mangeons, il faut environ 20 minutes à l'estomac pour signaler à travers l'influx nerveux au cerveau que nous sommes rassasiés. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quelquefois, vous pouvez vous retrouver en train de manger des portions petites, mais parce que vous prenez le temps de mâcher et de remâcher, voilà, au bout de 20 minutes, vous avez le sentiment de satiété qui va s'installer, alors qu'en fait, la quantité que vous avez mangée n'était même pas si élevée que ça. Également, vous allez aussi vous rendre compte que si vous mangez trop rapidement, même si vous avez mangé des portions élevées, à un moment donné, vous allez vous sentir lourd au niveau de l'estomac, mais en fait, quelque part dans votre cerveau, il y a un goût d'inachevé, il y a une envie supplémentaire de manger parce que l'estomac n'a pas encore eu le temps d'envoyer l'influx nerveux au niveau du cerveau pour signaler qu'il est rassasié et qu'il n'a plus besoin de nourriture. Donc, cela fait donc que quand vous allez mastiquer plus lentement, vous allez vous rassasier plus rapidement avec des petites quantités, ce qui va avoir un impact intéressant au niveau du poids, au niveau de la ligne, mais aussi, cela va comme ça vous aider à digérer plus facilement. Donc, s'il vous plaît, ne commettez plus l'erreur fatale de manger trop rapidement, soit à cause du travail, soit à cause des impératifs. Et l'une des astuces que moi je vais vous donner pour vous aider à manger plus lentement, c'est que vous devez comprendre que votre santé est au cœur de tout.
Il n'y a rien qui doit passer en priorité par rapport à votre santé. Si vous intégrez le fait de manger lentement comme étant un geste qui va aider à implémenter votre santé, alors vous allez trouver le moyen de le faire, quelles que soient les circonstances. Le travail ne finira jamais. Les rendez-vous ne finiront jamais. Les consultations, les pointages ne finiront jamais. Mais ce qui prend un jour, c'est votre capacité à profiter de la vie, c'est votre santé. Donc, mettez votre santé au cœur de tout et voilà, partez sur la base d'une meilleure organisation en définissant quelle est l'heure de votre pause déjeuner et en vous arrangeant à vous focaliser uniquement sur cette pause déjeuner quand vous la prenez. Donc, ne prenez plus votre pause déjeuner entre deux messages sur le téléphone. Ne prenez plus le déjeuner sur la table de travail avec en travaillant sur l'ordinateur. Non. À partir d'aujourd'hui, mettez un réveil sur votre téléphone. Si vous prenez votre pause à 13 h, mettez le réveil sur le téléphone à 13 h et vous calibrez jusqu'à 13 h 20. Pendant les 20 minutes, vous allez faire l'effort de consacrer les 20 minutes essentiellement à ce que vous mangez, en regardant ce que vous mangez, en savourant ce que vous mangez, sans plus accorder votre attention à quelque chose d'autre, aux autres sources de distraction. Et vous allez vous rendre compte de la différence. Dans tous les cas, je vous mets à défi de mettre en pratique cette astuce pendant une semaine et revenez me donner les résultats. Moi, j'ai fait l'expérience de cela parce que, voilà, étant tout le temps en train de travailler, il a fallu que je me fasse violence à plusieurs reprises pour pouvoir mettre cela en pratique et me rendre compte de la différence en définitive. Et vous allez vous rendre compte que prenez votre déjeuner en mastiquant correctement, l'envie de grignoter de 16 h ne va plus survenir. Vous n'aurez plus envie de grignoter à 16 h. Faites l'expérience, vous me direz. Voilà, donc, apprenez à manger lentement. Voilà la seconde erreur, voilà le second non-geste que beaucoup de personnes commettent qui va avoir une incidence au niveau de votre tour de taille. Alors, troisième erreur, j'ai cité ici les ceintures abdominales, les ceintures de sudation. Ce n'est pas très différent de la gaine. Alors, par ceinture de sudation, il faut comprendre ici cette espèce de ceinture que l'on va enfiler, voilà, et qui, sous un mécanisme de thermogénèse, va vous faire transpirer énormément du ventre. Ici également, il faut comprendre qu'il s'agit d'une vaste supercherie parce qu'en fait, la ceinture de sudation a uniquement pour rôle de vous faire perdre de l'eau au niveau de la ceinture abdominale. Donc, cela vous aide simplement à perdre de l'eau au niveau de la ceinture abdominale. Mais en fait, quand vous perdez de l'eau, est-ce que perdre de l'eau veut dire que l'on perd la graisse? Non. L'eau que vous perdez, même si vous avez le sentiment que le ventre a légèrement diminué, dites-vous bien que quand vous allez recommencer à boire la même eau normalement, votre taux de taille va retrouver sa forme initiale. Donc là aussi, ne vous laissez plus berner par les ceintures de sudation, par les ceintures sauna et toutes les autres formes de gadgets qui vous sont proposées en général dans l'optique de vous aider à retrouver le ventre plat sans vous attaquer à l'essentiel qui est l'alimentation. Parce que rappelez-vous, une fois de plus, l'équation mathématique du ventre plat, c'est 80% d'efforts au niveau de l'alimentation et 20% au niveau des adjuvants. Et dans les adjuvants, on va avoir les tisanes telles que la dernière fois, on va avoir les crèmes amincissantes, on va avoir les ceintures de sudation. Donc, n'utilisez les ceintures de sudation que si vous êtes certain déjà de fournir les efforts au niveau de l'alimentation. Et cela veut aussi dire que si vous focalisez votre attention sur l'alimentation, vous n'aurez même pas besoin d'adjuvants pour pouvoir percevoir une différence en définitive. Donc, ceinture de sudation, voilà, c'est une grosse erreur que vous commettez lorsque vient le moment de retrouver le ventre plat. Donc, n'investissez plus sur les gaines extraordinaires, n'investissez plus sur les ceintures de sudation, n'investissez plus sur les ceintures vibromassantes. Focalisez votre budget sur ce que vous mangez, sur ce que vous buvez, parce que c'est là même que se trouve la clé ou alors le cœur de la solution pour retrouver le ventre plat. Petite pause et ce sera le moment pour moi de boire thé Alvéus de chez Elements avec notre super thermos. Le thé est presque fini, j'ai tellement bavardé, j'ai tellement bu. Voilà. Combinaison de 30 plantes biocertifiées, détoxinante, ventre plat et minceur. À votre santé. Quatrième erreur que nous commettons ou alors que beaucoup de personnes commettent, c'est le fait de continuer à mâcher le chewing-gum. Je pense que beaucoup de personnes ne réalisent toujours pas que le fait de mâcher le chewing-gum de façon vraiment régulière, le chewing-gum fait gonfler le ventre parce que quand vous mastiquez, non seulement vous avalez beaucoup de salive qui va creuser ou vous donner faim par la suite, mais également vous avalez beaucoup d'air qui va finir par gonfler le ventre. Lorsque vous avalez beaucoup d'air, c'est ça qui va vous donner les ballonnements, c'est ça qui va aussi vous donner la sensation du ventre qui gargouille et de bout en bout, c'est des malaises qui vont s'installer. Et puis, si on ajoute à ça une mauvaise alimentation, si on ajoute à ça une mauvaise hygiène de vie en général, vous êtes d'accord avec moi que vous devez
vous allez vous retrouver très rapidement avec un ventre proéminent. Donc, s'il vous plaît, je comprends très bien que vous avez l'impératif d'avoir une haleine toujours fraîche, mais dites-vous bien que à la place du chewing-gum, vous pouvez utiliser des sprays mentholés pour la bouche ou alors des pastilles sans sucre qui vont vous apporter le goût mentholé sans que vous n'ayez besoin de mâcher le chewing-gum et d'avaler l'air par la même occasion. Donc, alors, cinquième erreur que beaucoup de personnes commettent, que vous buvez de l'eau uniquement lorsque vous avez soif. J'ai plein de personnes qui me disent, Josie, moi je prends un verre d'eau le matin et puis maintenant je vais encore boire peut-être un verre d'eau en journée s'il est soif ou alors s'il fait chaud. Voilà. Donc, vous devez vous rendre compte que on ne boit pas de l'eau uniquement que lorsqu'on a soif. Vous devez comprendre que le dicton « l'eau c'est la vie » est fait à dessein. C'est-à-dire que l'eau c'est vraiment la vie. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Alors, chaque fois que vous n'allez pas boire suffisamment, vous allez vous retrouver constipé. Chaque fois que vous n'allez pas boire suffisamment, vous allez stocker à l'intérieur de vous plein de toxines qui proviennent de votre alimentation de façon générale. Et chaque fois que vous n'allez pas boire suffisamment, vous pouvez également vous retrouver dans un contexte où vous mangez sans, mais en fait, c'est comme si vous n'apportez pas à vos cellules les nutriments. Je vous explique pourquoi. Alors, vous devez comprendre que l'eau est le conducteur par excellence, c'est-à-dire que c'est l'eau que nous buvons qui va conduire aux différentes cellules, aux différents compartiments de notre corps, les nutriments issus de l'alimentation. C'est l'eau qui va jouer ce rôle-là. Mais également, c'est l'eau que nous buvons qui va aussi conduire, à l'extérieur les différentes toxines qui sont issues de notre métabolisme. Donc, en fait, quand vous ne buvez pas suffisamment, vous ne donnez pas la possibilité à ce que vous avez mangé de retrouver les cellules pour une meilleure assimilation, une meilleure utilisation. Mais également, quand vous ne buvez pas suffisamment, vous stockez à l'intérieur de vous les toxines qui peuvent être les déchets de la nourriture, mais également les déchets de métabolisme tels que l'acide urique, l'acide lactique, etc. Et vous allez donc vous rendre compte que si, par exemple, vous mangez un plat de viande, voilà. Si, par exemple, vous mangez un plat de viande ou de poisson braisé avec du bâton de manioc, voilà un repas qui est très dense et que vous ne buvez pas assez. Imaginez un peu, prenez un plat de poisson braisé ou alors prenez un plat de poulet braisé ou alors mettez dans un seau ou alors dans une marmite pendant 2, 3, 4 jours. 4 jours et après, vous revenez ouvrir. Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez revenir ouvrir le seau ou alors la marmite où vous avez laissé la nourriture pendant 3, 4 jours, non seulement il va y avoir une odeur nauséabonde, mais également il y aura des levures ou des champignons qui sont en train de se développer et même quelquefois des asticots que l'on va retrouver à l'intérieur. Je voudrais vous inviter à comprendre que chaque fois que vous faites 1, 2, 3, 4 jours sans aller au petit coin, c'est pratiquement le même phénomène qui va se produire au niveau de vos intestins. Est-ce que vous vous rendez compte? Essayez un peu de visualiser le contenu d'une marmite de nourriture qui a fait 3-4 jours en fermentation. Voilà. Essayez un peu d'imaginer à quoi est-ce que cela ressemble au niveau de vos intestins. C'est la catastrophe, n'est-ce pas? Parce que non seulement la putréfaction du bol alimentaire qui va se produire au niveau de vos intestins va stimuler la multiplication des mauvaises bactéries et c'est comme ça que les mauvaises bactéries vont commencer à ronger les parois de vos intestins à tel point que vous vous retrouvez avec une ouverture au niveau de vos intestins qui fait que les déchets que l'organisme produit se retrouvent dans la circulation sanguine. Voilà un cas de figure. Et ça, c'est parce que vous ne buvez pas assez. Ça, c'est parce que vous vous retrouvez terriblement constipé. D'accord? Donc, du coup, je voudrais vraiment que cette image-là vous matérialise combien est-ce que le fait de boire de l'eau doit être une obligation quotidienne pour vous et non pas le fruit de votre bon vouloir ou alors de la sensation de soif. Non. Faites l'effort de boire au minimum 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Bon, en fonction de votre poids, de votre taille et de votre âge. Mais minimum 1,5 est déjà un bon point de départ. Et quand nous parlons de 1,5 litres d'eau, s'il vous plaît, ne confondez pas l'eau du thé et l'eau de boisson. Parce que vous devez comprendre que l'eau du thé ou alors l'eau des infusions ont essentiellement une vocation diurétique, c'est-à-dire que ce sont des boissons qui vont aider l'organisme à perdre de l'eau. Donc, si vous buvez du thé 1,5 litre par jour et que vous ne buvez pas de l'eau à côté, sachez que vous êtes grandement déshydraté. Vous devez pouvoir le comprendre. Parce que très souvent en consultation, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah oui, Josie, je ne bois pas beaucoup d'eau, mais je bois 2 litres de thé par jour. » C'est une erreur monumentale que vous commettez. Donc, vous devez apprendre à prendre 1,5 litre d'eau. Et puis maintenant, si en plus vous rajoutez à ça les tisanes et les infusions, d'accord. Mais en aucun cas, le café ou alors les infusions ne doivent se substituer à l'eau de boisson quotidienne. Parce que en fait, comme je l'ai dit, le thé, le café, les tisanes ont essentiellement une vocation. Donc, vous devez comprendre que le fait de boire 1 litre de café par jour va finir par vous rendre plus déshydraté qu'une personne qui ne boit pas de café et qui n'a rien bu. D'accord? Parce que quand vous buvez le café, vous éliminez plus d'eau qu'à l'accoutumée. Donc, s'il vous plaît,
intégrer dans votre téléphone un réveil ou alors un système qui va vous rappeler à chaque fois que vous devez boire de l'eau. C'est fondamental, non seulement pour éliminer les déchets, mais également pour maintenir votre corps hydraté, conduire aux cellules les nutriments et conduire à l'extérieur les déchets de métabolisme. C'est vraiment fondamental. Voilà la 5e erreur que vous commettez lorsque vient le moment de retrouver le ventre plat. Alors vivement que vous vous retrouviez en train de boire suffisamment au quotidien, parce que cela va influencer votre digestion, parce que cela va stimuler, cela va améliorer la digestion, cela va améliorer l'élimination et vous allez vous sentir beaucoup mieux à l'intérieur. Alors, 6e erreur que vous commettez, j'ai nommé ici l'excès d'abdominaux. Oui, ne tirez pas sur moi à bout portant. L'excès d'abdominaux peut aussi être un geste que vous allez poser et qui ne va pas vous conduire au résultat. Je m'explique. Alors, très souvent, beaucoup de personnes qui veulent retrouver le ventre plat se lancent dans une série acharnée d'exercices abdominaux. Ce n'est pas mauvais, mais en fait, vous devez comprendre que si vous vous mettez à faire les abdominaux de façon acharnée, alors que vous avez 10, 15, 20 kilos de surcharge pondérale, en fait, vous n'allez pas avoir de résultats parce que vous êtes déjà en surpoids à la base et donc, tous les efforts que vous allez fournir à travers les abdominaux et les exercices divers ne vont pas produire du résultat. C'est la raison pour laquelle, avant de commencer à faire les abdominaux, rassurez-vous d'abord que vous n'avez pas des kilos en excédent. Donc, en fait, si vous voulez, la pratique des exercices abdominaux doit venir renforcer déjà l'alimentation que vous corrigez, doit venir simplement aider à dessiner les abdominaux qui sont déjà présents et qui ne demandent qu'à être visibles. D'accord? Voilà, parce que sinon, vous allez faire plein d'exercices abdominaux, mais en fait, vous allez vous retrouver avec un ventre qui devient de plus en plus dur. De plus en plus dur parce que vous travaillez les abdominaux qui sont à l'intérieur, qui sont cachés sous la couche de graisse et jamais les abdominaux ne vont apparaître. Donc, vous devez comprendre que les exercices abdominaux peuvent conduire à un taux de taille plus élevé si vous les faites de façon abusive, étant déjà en surpoids, étant déjà obèse. Donc, rappelez-vous encore une fois de plus, le ventre plat, c'est 80% d'alimentation et 20% d'adjuvants, entre autres le sport et les tisanes. Donc, il est important de commencer à corriger l'alimentation avant de se tourner définitivement vers les exercices abdominaux. Voici l'autre erreur que beaucoup de personnes commettent. Alors, autre erreur que vous commettez, bon, c'est mon opinion personnelle, la liposuction. Il y a plein de personnes qui font le choix d'aller se faire aspirer la graisse au niveau du ventre pour avoir le ventre plat. Ce n'est pas mauvais en général, mais revenons encore aux fondamentaux. Alors, au commencement, quand nous parlons de la graisse du ventre, il y a 2 types de graisse. Nous l'avons déjà souligné ici. Il y a la graisse sous-cutanée, il y a la graisse viscérale. Et en fait, quand vous allez faire la liposuction, c'est essentiellement la graisse sous-cutanée qui va être aspirée. Et la question que vous devez vous poser, ok, j'ai enlevé la graisse qui est en bas de la peau. Qu'en est-il de la graisse viscérale? Qu'en est-il de la graisse qui entoure mon foie? Qu'en est-il de la graisse qui entoure mon cœur? Qu'en est-il de la graisse qui entoure mes intestins? Voilà, parce que au finish, la question que moi je vous pose, c'est simplement pour vous aider à vous faire comprendre que la problématique du ventre plat, la problématique du taux de taille adéquat est davantage orientée pour des préoccupations de santé que des préoccupations esthétiques. Donc, quand vous allez faire la liposuction, vous allez aspirer toute la graisse sous-cutanée, mais maintenant, la graisse qui entoure vos organes, qu'en est-il? Donc, vous allez vous retrouver dans une posture où vous avez le ventre apparemment plat, mais en fait, vos organes souffrent d'étouffement à cause des couches de gras qui les entourent et qui freinent grandement leur fonctionnement. Donc, c'est pour ça qu'au finish, la meilleure solution pour retrouver le ventre plat ne sera pas dans la chirurgie esthétique, ne sera pas dans la liposuction, mais davantage au niveau de l'alimentation qui va impacter non seulement et la graisse viscérale et la graisse sous-cutanée. Donc, ne commettez pas l'erreur de dépenser des tonnes ou alors de grosses sommes d'argent pour pouvoir faire une liposuction qui va seulement vous enlever la graisse sous-cutanée et laisser présente la graisse viscérale qui est la graisse la plus dangereuse parce qu'elle est celle qui recouvre les organes majeurs. Alors, ce sera également pareil avec cette autre erreur que vous commettez. Ce sera également pareil avec les crèmes amincissantes. Oui, il y a plein de femmes qui utilisent les crèmes amincissantes dans l'espoir d'un taux de taille plus fin. Donc, vous vous rendez bien compte que de la même manière que la liposuction va s'attaquer uniquement à la graisse sous-cutanée, ce sera également pareil pour les crèmes amincissantes. Donc, encore même que les crèmes amincissantes pour être efficaces, il faut utiliser pendant au moins 4 semaines pour commencer à avoir des débuts de résultats. Et
et se rassurer qu'à côté, on a une hygiène alimentaire adéquate. Parce que si vous mangez en désordre ou alors si vous continuez de manger tout et n'importe quoi en utilisant la crème amincissante pourra faire son travail. Mais les résultats de la crème amincissante vont se retrouver annulés par le fait que vous continuez de manger tout et n'importe quoi et par le fait que le taux de taille va continuer à grandir. Donc, une fois de plus, la solution ventre plat, ce n'est pas les crèmes amincissantes, encore même que les bonnes crèmes amincissantes coûtent excessivement cher. Et vous allez vous rendre compte que pour avoir 2-3 tubes de crème haut de gamme pour diminuer le ventre, vous allez dépenser beaucoup d'argent qui vous aurait aidé à perdre plus de centimètres en focalisant ça essentiellement sur l'alimentation ou alors sur la préparation des repas sains. Donc voilà aussi l'autre erreur que nous voulons vous éviter à commettre, celle d'investir beaucoup d'argent sur les crèmes amincissantes pour retrouver le ventre plat au lieu de focaliser cela sur l'alimentation et l'hygiène de vie adéquate qui compte pour 80% des résultats définitifs. Alors, la dernière erreur que beaucoup de personnes commettent et qui va avoir des incidences catastrophiques sur le ventre, c'est que beaucoup de personnes continuent encore de manger les fruits en fin de repas. Je m'explique. Vous devez comprendre que notre héritage culinaire africain a pour la grande majorité des plats trop denses qui n'autorisent pas la consommation des fruits en fin de repas. Alors, pourquoi est-ce que le fait de consommer les fruits en fin de repas est une erreur monumentale? C'est parce que, en fait, le temps de digestion du couscous, du plakali, du héro, du watafoufou est bien plus grand que celui des fruits. Les fruits ont besoin de maximum 1 heure de temps pour être digérés. Or, vous vous rendez bien compte que le poisson braisé, la loco, le taro sauce jaune ne demande 3 voire 4 heures de temps pour pouvoir être digéré. Et quand vous allez prendre un bol de pastèque juste après un plat de topsi banana, vous allez obliger le pastèque à séjourner au niveau de l'estomac bien plus que prévu et résultat, on va avoir la fermentation, les gaz et c'est comme ça que vous allez commencer à vous sentir ballonné et c'est comme ça que les troubles intestinaux vont s'installer. Donc, s'il vous plaît, ne mangez plus les fruits en fin de repas, particulièrement les repas denses. Donc, si vous voulez manger les fruits en fin de repas, rassurez-vous que le repas que vous avez pris a le même temps de digestion que les fruits. Donc, par exemple, vous pouvez prendre les fruits en fin d'un plat de salade, en fin d'un plat de crudité qui ne contient pas de protéines à l'intérieur. Là, vous savez que les feuilles de salade et les différentes composantes ont pratiquement le même temps de digestion que les fruits. Mais surtout pas de bol d'ananas, surtout pas de bol de fruits juste après la sauce graine. Surtout pas de bol de papaye, surtout pas de salade de fruits juste après un plat de ndolé. C'est le meilleur moyen pour installer vous-même les ballonnements, les gaz et l'indigestion qui fait partie des désagréments qui finissent par conduire à un taux de taille trop élevé lorsque cela se produit de façon répétitive. Donc voilà la 9e erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de manger des fruits en fin de repas. Donc, dans l'idéal, mangez les fruits 1 à 2 heures avant votre repas ou alors mangez les fruits 3, 4 ou voire 5 après le repas et vous êtes certain que le fruit va digérer tranquillement sans avoir à se mélanger au bol alimentaire et sans que vous n'ayez des indigestions. Alors, moi, la question que je vous pose, quelle est l'erreur qui vous a le plus marqué et dans laquelle vous vous identifiez? Ne manquez pas de mettre cela en commentaire. Donc, voilà, mettez cela en commentaire. Et s'il vous plaît, ne manquez pas de vous abonner sur la page parce qu'on a encore du contenu à venir au sujet du ventre plat. Je vous l'ai dit, je vous ai fait la promesse, c'est celle de décortiquer, de creuser en profondeur toutes les thématiques. N'oubliez pas de vous abonner sur la page et n'oubliez pas de partager cette vidéo à une amie ou une connaissance, s'il vous plaît. Donnez la possibilité à vos amis, à vos contacts, à vos connaissances de prendre conscience de ces erreurs-là pour pouvoir les corriger. Donc, ne manquez pas de les partager sur vos différents réseaux sociaux afin que beaucoup de personnes puissent avoir l'information et se retrouver en train de changer radicalement d'hygiène de vie alimentaire. Vous aurez grandement participé à sauver des vies et aider beaucoup de personnes à retrouver le ventre plat. Merci beaucoup pour votre attention. Je ne saurais me séparer sans vous encourager de vous procurer notre collection d'ouvrages. Donc, vous avez le guide complet du ventre plat qui présente également des cas de figure concrets que moi j'ai eu à avoir en consultation. Voilà, donc j'ai changé les noms, mais vous allez vous rendre compte un peu de ce que les gens pensent du ventre plat. Vous allez aller à la découverte de toutes les pratiques que les gens font souvent pour retrouver le ventre plat, mais qui malheureusement n'apportent pas de résultats. Il se pourrait que vous vous retrouviez à l'intérieur, donc ne manquez pas de commander votre ouvrage, le guide complet du ventre plat. Second ouvrage, 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Lui aussi,
il revient sur les aliments qui nous entourent, qui coûtent très moins cher et dont l'utilisation va nous aider à implémenter notre santé. C'est cet aliment que vous devez bannir de votre alimentation parce que là, il revient sur les aliments les plus consommés par les Africains, qu'il s'agisse d'Africains en Europe ou alors en Afrique. Donc, les aliments les plus consommés qui vont avoir une incidence catastrophique sur la santé de façon générale. Donc, lui aussi, ne manquez pas de vous procurer la collection parce que le changement d'alimentation commence par les bons gestes quotidiens, mais également par la connaissance. Si on n'a pas la connaissance, on ne sera pas en mesure d'avoir les bons gestes qui vont nous conduire au résultat. Et en ce sens-là, avoir une bibliographie typiquement focalisée sur l'alimentation africaine est un must pour tout le monde. C'était Josika, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, passionnée, vraiment plus que passionnée d'alimentation. Merci encore pour votre attention. Merci d'être toujours présent. Merci de partager la vidéo. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne. Et s'il vous plaît, ne manquez pas de vous procurer le kit détox qui a une triple action, ventre plat, détox et minceur, pour vous aider à vous soulager des ballonnements, pour vous aider à résoudre le problème de constipation si tel est votre cas, et vous aurez déjà marqué un pas énorme vers la retrouvaille du ventre plat. Josika, à votre service. Bonne journée à vous et on se dit à très bientôt. Au revoir.